Dites-vous que là, vous allez voir une interview dans laquelle la personne en question me dit que je dis n'importe quoi. Salut à tous, ici Reg. Avant de vous partager l'interview, j'ai 2-3 petits trucs à dire. Premièrement, merci de regarder cette vidéo. C'est ma première vraie interview que je fais sur ma chaîne. Je me suis rematé toute la filmographie du réalisateur. J'ai préparé des questions avec Nikita que vous allez voir dans la vidéo. C'est grâce au Pacte et au Cinéma Panthéon qu'on a eu le droit de faire cette interview. Et ça me tient à cœur parce que premièrement, le réalisateur sort pour moi cette semaine le meilleur film de l'année. C'est le film avec Sebastian Stan, Renate Reinsve et vous l'avez donc compris, la Palme d'Or Fjord. Et j'ai eu le droit de parler pendant plus d'une demi-heure avec Christian Mungiu qui est donc le réalisateur du film. Il a quand même 2 palmes d'or. C'est quelqu'un. Vous pouvez regarder l'interview sans avoir vu le film, ça va vous motiver à voir le film et je vous conseille de découvrir le film en salle. Dites-moi votre avis sur l'interview dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce que le réal a dit et allez tous voir Fjord au cinéma. Vraiment, vous allez adorer. Bonjour, merci beaucoup Christian Mungiu d'être avec nous pendant ces quelques minutes pour parler de votre film. Je me présente, moi c'est Riyad, je fais des vidéos sur internet, j'essaie de motiver les gens et surtout les jeunes à aller en salle et on va parler de votre film avec Nikita. Voilà, moi je m'appelle Nikita et j'écris et je fais des vidéos pour la revue de cinéma Tsunami, qui est une revue critique de cinéma français international. Et moi, je suis Christian, j'ai fait des films. Je trouve quelque chose à dire. Ouais. Moi, je voulais savoir comment vous appréhendiez la sortie de votre film en fonction des pays dans lesquels ils vont sortir. Est-ce que vous pensez que le film il va être reçu de la même manière en Roumanie, en France, aux États-Unis, par exemple? Non, je sais déjà, parce que j'ai passé déjà avec mes autres films. J'avais cette expérience de voir que chacun voit son film. Mais même chez nous, même en Roumanie, même ici chez vous, tu as des projections qui sont très différentes. Nous avons déjà commencé à dire ça un peu en avant, que j'avais 2 projections. Jusqu'à ce moment, j'avais seulement 2 projections suivies par un débat. Une projection à La Rochelle et une projection ici à Paris. C'est bien de savoir avec qui tu parles dans ces projections comme ça pour tirer les bonnes conclusions. Dans les premières projections que j'ai ailleurs, c'est toujours les Roumains qui arrivent dans la salle. Alors, ça n'était donc pas toujours les plus bonnes réponses sur le public occidentaux mais ça m'intéresse beaucoup leur réaction. Et je vais commencer, le film n'a pas encore commencé dans les cinémas, il va commencer en France en août. Le 19 août, c'est la première du film. Chez nous, nous avons seulement fait en Roumanie ce petit avant-première parce que le débat a commencé avant que les gens ont vu le film, mais déjà le débat était énorme dans les réseaux sociaux. Pour ça, nous avons décidé de faire une projection pour que les gens ont aussi un peu des arguments après voir le film. Mais le tournée débute avec 7 jours en Norvège. Je veux commencer en Norvège pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et je sais déjà que les réactions sont très différentes et ça dépend ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'éducation cinéphile, ça dépend de l'âge, ça dépend du pays. Ce qui est important pour nous est que ce début du film continue et que le film te donne partout un peu cette idée que c'est un film qui déclenche un débat. Peu importe quelles sont tes idées à toi, ce qui est important est que tu t'exprimes. Et que tu t'exprimes après avoir vu le film. Et qu'à la fin, pour moi, la victoire absolue est que tu peut-être as la disponibilité de vraiment un peu douter les valeurs que tu as eues quand tu es entré dans la salle. Réfléchir peut-être à ça. Mais l'expérience que nous avons eue avec la plupart des films que j'ai fait avec ce film aussi est que les gens cherchent plutôt les arguments qui soutiennent déjà leur point de vue qu'ils ont quand ils entrent dans la salle. Et les choses sont comme ça. Mais pour ce film, parce que j'ai l'impression que j'ai touché sur quelque chose qui est pas du tout confortable dans la société, les gens s'expriment avec une certaine curiosité et avec beaucoup d'arguments. C'est sympa de voir que parfois ils utilisent les mêmes scènes, les mêmes moments du film pour des arguments différents. Et après ça, on va voir. Je suis très curieux sur la réaction en Norvège et dans les États-Unis. Parce que dans les États-Unis, c'est une situation assez particulière. La plupart des gens du public, ça se partage entre la gauche et la droite, mais quand même, tu trouves beaucoup de gens de droite. Et de l'autre côté, les membres de l'Académie américaine, parce que nous sommes dans cette saison des prix, sont des gens avec des opinions assez libérales. Par contre, en Norvège, je dois comprendre exactement quelle est la différence entre la position de la presse et la position des gens qui viennent découvrir le film
Parce que quand j'étais là-bas, ils m'ont dit toujours bah, c'est incroyable que nous avons ce problème-là et que c'était besoin que quelqu'un d'autre part vienne pour faire un film sur quelque chose qui était ici sous notre nez. Ça, on va en parler, mais avec votre précédent film, RMN, ça se passait quand même en Roumanie, avec des choses que les gens comme moi peuvent comprendre, qui sont issus de là-bas. Donc ça restait assez localisé, même si c'était des thématiques universelles que les gens peuvent comprendre. Là, il y a comme une volonté de quitter la Roumanie d'aller tourner ailleurs, d'aller tourner avec des gens un peu plus connus. Donc vous avez aussi envie que votre message il soit le plus entendu possible, je pense, aujourd'hui avec ce film. J'essaye ça toujours. Et pour moi, les films ne sont pas localisés de tout. L'idée est que tu dois placer quelque part l'action de ce film. Et j'ai utilisé la plupart de mon temps à Cannes pendant les interviews pour dire que c'est complètement faux de croire que les problèmes, je parlais en RMN, sont des problèmes que les Roumains ont avec les étrangers. Pas du tout. C'était une forme plus facile de dire que nous avons tous ce sort de problèmes. Je vous présente une histoire d'ici parce que je dois présenter les histoires que je connais bien, avec tous les détails, mais ça parle de vous aussi. Oui, bien sûr. Mais non, c'est pas si simple que ça. Les gens ne veulent pas vraiment reconnaître que ce problème existe partout. Et le plus grand problème à Cannes était de dire, vous savez, ce problème en Roumanie, mais non, ce n'est pas du tout en Roumanie. C'est trop confortable de dire que ça, c'est en Roumanie. Ça existe partout, dans des niveaux différents. C'était intéressant que ce problème s'exprimait dans une toute petite communauté, mais à la fin, ils ont la même tendance comme le centre. Ça a descendu jusqu'à leur niveau. Et s'il y a une sorte de fond de s'échapper de la responsabilité des grands problèmes sociaux d'aujourd'hui, et les gens interprètent les films d'une façon assez univoque. Ça, c'est un problème qu'une famille roumaine a eu avec les autorités norvégiennes. Pas du tout. C'est une histoire qui se passe là-bas, mais ça me donne la possibilité de parler de ces conflits qui existent dans les sociétés d'aujourd'hui entre les fondamentalismes de droite et les fondamentalismes de gauche. Et ça existe partout, en France comme dans les États-Unis, comme en Hongrie, Italie. Et c'est pour ce sort de conflits qu'on doit chercher et trouver des réponses. Ouais, moi je suis assez d'accord, c'est pour ça que je pense que Fjord, ça va encore plus faire parler les gens, parce qu'ils vont pouvoir plus s'identifier à nos sociétés un peu social-démocrates de l'Occident. Et en même temps, c'est anglophone, beaucoup du film, donc ça va aider. Parce que j'en parlais avec des gens qui avaient vu RMN, c'est qu'ils ont cette mentalité un peu localisée qui peut porter un peu défaut, alors que c'est des sujets qui nous concernent tous. Et j'avais envie de rebondir un peu sur ça. Vous avez tourné quasiment tous vos films, sauf celui-ci en Roumanie. L'immigration, c'est un sujet qui vient dans tous vos films, que ce soit du premier Occident, avec un peu la crise existentielle, et RMN qu'on a cité tout à l'heure. La Roumanie, c'est intéressant parce que c'est un pays qui, à la fois, voit beaucoup de gens le quitter, donc il y a beaucoup de Roumains qui immigrent, et il y a beaucoup de Roumains qui arrivent aussi, enfin d'étrangers qui arrivent en Roumanie aussi. Donc c'est un pays quand même assez particulier, il n'y en a pas beaucoup comme ça en Europe. Comment vous définissez dans votre cinéma, et même à l'avenir, l'identité d'être roumain et de la Roumanie aujourd'hui ? Est-ce que vous y arrivez ou c'est compliqué de se définir roumain ? Comme nous, on a du mal à se définir français de plus en plus, peut-être avec la division de la société, la polarisation. Je trouve qu'aujourd'hui, ça devient vraiment très difficile de définir un territoire seulement basé sur la culture et la langue. Nous avons, comme vous savez très bien, plusieurs Roumanies et plusieurs France et plusieurs niveaux dans la société. Et parfois, on s'identifie dans la société globale d'aujourd'hui beaucoup plus avec les gens qui partagent les mêmes valeurs, qui vivent dans une autre culture, qu'avec les gens qui parlent la même langue avec nous, avec qui on partage la même société, mais sans avoir les mêmes valeurs. Ça reste toujours cette idée que chaque pays s'identifie parce que nous avons ce sort de passé en commun, mais ça devient dans l'Europe moderne pas si important que les valeurs qu'on partage avec les autres et qu'on considère tous à être une sorte de modernité. Et c'est pour ça que, comme vous savez, il y a ce sort de frustration en Roumanie, parce que quand on regarde vers les petits pays, d'un pays qui était dans le centre de l'histoire, on ne voit pas ces détails. Pour quelqu'un qui regarde de Paris, tous les Roumains font partie de ces petites cultures là-bas, et il y a un sort de territoire très gris comme ça. Personne n'a rien contre tous ces gens qui existent là-bas, mais il ne devient pas du tout l'objet d'un intérêt ici. Et ça amène beaucoup de frustration parce que, comme vous savez, nous avons grandi avec les valeurs occidentales. Nous avons fait des études, des langues, on parle les langues, on connaît l'histoire, on connaît l'art. Et après la chute du mur, nous avons découvert que nous sommes complètement invisibles quand on arrive ici. Et bon, ça avait une explication il y a une quarantaine d'années, après ces rideaux de fer. Bon, ça s'explique. Mais maintenant, nous sommes une quarantaine d'années plus tard,
Et il y a, par exemple, ici des gens qui croient toujours que nous, on parle de russe, parce qu'on dit « da », et qu'il fait très froid en Roumanie, et qu'en principe, les gens ont choisi de vivre dans un pays communiste. Quand même, c'est bien de connaître l'histoire un peu plus en détail, parce que même si personne d'aujourd'hui n'est pas responsable pour les décisions prises par la classe politique après la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien quand même un peu de savoir et d'être orienté dans le monde global d'aujourd'hui. Le monde, excuse-moi. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que je disais, que justement, autant Riyad, il a sa famille, la moitié de sa famille qui est roumaine, et du coup, il savait à peu près où est-ce qu'il mettait les pieds dans votre cinéma. Moi, j'ai tout rattrapé après Fjord, et c'est vrai qu'en tant que Française, même si j'ai de la famille immigrée aussi, mais à l'école, on ne nous apprend rien de la Roumanie, et du coup, c'est quelque chose qui est complètement mis à côté dans le système éducatif. Et le fait de voir vos films, ça m'a permis d'en apprendre énormément et justement de m'intéresser. Et il y a un peu ça aussi avec votre cinéma. Et je pense du coup, comme tu disais avec Fjord, qu'il y a on va dire, des acteurs un peu plus internationaux qui sont connus. C'est vraiment cette ouverture vers le monde de la Roumanie et de son histoire et de sa culture aussi. Et que ce pays existe et qu'il est là et qu'il faut quand même... Je trouve que c'est important si on veut vraiment attirer ces sortes d'objectifs extraordinaires dans l'Union européenne qu'on cultive un peu plus de curiosité pour les autres territoires qu'on n'est pas assez. Parce que nous, on partage les mêmes valeurs et on essaye d'arriver à la même niveau, mais on ne parle pas, nous n'avons pas des histoires en commun. L'Europe était un territoire avec beaucoup de conflits. C'est bien d'essayer de dépasser tout ça. Et c'est pour ça que c'est bien quand l'art, par exemple, dans certains territoires, le cinéma, le sport, tout ça amène aussi des nouvelles qui amènent un peu de curiosité pour essayer de découvrir le tourisme, par exemple. Tu commences à comprendre un peu plus. Parce qu'à la fin, c'est ça que je fais avec mon cinéma. J'essaie de parler des problèmes que nous avons tous en commun, pour lesquels on doit chercher des réponses qui parfois sont adaptées à chaque pays, mais la plupart des problèmes que nous avons sont des pays qu'on partage entre nous. Et on doit trouver des solutions qui s'adaptent à chacun de ces territoires et de ce pays. Je me permets, le choix de la Norvège, il est intéressant parce que dans l'esprit collectif, c'est l'abondance, la frugalité, la social-démocratie parfaite, entre guillemets. Tout ce qui est fait dans le film, c'est par rapport aux bonnes intentions du système norvégien. Et la question qu'on avait, c'est comment est-ce qu'on se rend compte qu'on fait quelque chose de mal alors qu'on est persuadé d'avoir les bonnes intentions, le bon système. Comment est-ce qu'on sort de cette mentalité où on prend du recul et on se dit, là, c'est pas la bonne chose à faire? Peut-être avec votre cinéma, ce genre de film, mais comment on se rend compte? Parce que ça, on est aveugle par rapport à ça en général. Oui, et c'est pour ça que je fais ce film. Mais bien sûr, ça, c'est pas suffit, pas du tout. Mais l'idée est que c'est pour ça qu'on devait utiliser ce sort d'art populaire qui est le cinéma. C'est besoin de temps en temps que quelqu'un a le courage de dire les choses qui ne sont pas confortables. Et bon, j'ai reçu une question qui était très sympathique après que j'ai fait ce film-là, avant Cannes. J'ai répondu à une interview. Quelqu'un m'a demandé comment vous avez fait un film sur la société norvégienne qui le présente dans ces conditions, ça, avec un financement norvégien. Ça marche comment? Et ça, c'est parce que leur social-démocratie et leur politesse, et parce que les gens sont très sages, très intelligents, permet que tu peux avoir une conversation sur leur société. Je n'ai pas pu faire ce film en Bélarus ni en Roumanie, par exemple. Et on doit porter ce respect pour la société norvégienne. Ce n'est pas une critique de la société norvégienne. Et comme vous dites, ils ont toujours les meilleures intentions. Mais après 100 ans de prospérité, les problèmes qu'ils voient dans des cas comme ça sont influencés par leur point de vue. Et c'est très difficile de te mettre dans les chaussures de l'autre qui vient d'un territoire où ils ont lutté à survivre jusqu'au tout dernier moment avant d'arriver ici. Ce qui est important de comprendre est que la vérité, ça n'existe pas. C'est des points de vue sur la même situation et ça dépend toujours des les valeurs avec lesquelles tu as grandi. Parce que vous êtes roumain, c'est simple à vous dire qu'on ne peut pas attendre chez nous, après des années et des années et des générations, quand ce sort de violence était utilisé de famille, de changer tout de suite la vie, même si tu décides de vivre en Norvège. Oui, mais ça n'arrive pas comme ça. Tu as besoin des années de changement et d'adaptation avant que tes valeurs
réussissent à se mélanger avec les valeurs de l'âme. Et ça prend du temps. Par contre, ces globalisations d'aujourd'hui permettent aux gens, ils étaient encouragés de croire qu'ils peuvent vivre n'importe où et que tous leurs droits sont respectés là-bas et qu'ils peuvent venir avec leurs valeurs. Ce n'est pas si simple que ça. Et on découvre que c'est une attente de ces sortes de sociétés plus évoluées, que tu t'adaptes à leurs normes, et c'est normal, ils peuvent décider ça, mais ça, c'est pas communiqué d'une façon claire. Pour simplifier les choses, peut-être que c'est mieux de dire aux gens, avant d'entrer, de vouloir vivre là-bas, écoute, il y a un petit contrat ici, lis ça et signe à la fin. Tu dois devenir un bon, je ne sais pas, Finlandais, Norvégien, je ne sais pas quoi. Et oui, tu es musulman, oui, nous avons un peu de problèmes avec ça. Mais ça ne se passe pas. C'est un sort de politesse formelle, mais après ça, les gens ont des attentes que tu respectes. Et ça, c'est normal, encore une fois. Mais ce malentendu vient aussi parce que les gens voyagent, bien sûr, ils viennent avec leurs idées et leurs valeurs. Et ça, c'est la question pour laquelle c'était vraiment assez difficile pour les autorités norvégiennes de répondre. Pourquoi 90% de tous les enfants qui sont extraits de leur famille là sont dans des familles d'immigrants? Comment ça se fait que, même si tu as les meilleures intentions pour tout le monde, statistiquement, ce n'est pas vraiment probable. Alors, c'est possible que, même avec les meilleures intentions, nous avons un peu une difficulté parfois de voir le monde avec les yeux de l'autre. Et c'est ça que le film encourage, de faire un petit pas en arrière, aussi parce que c'est le plus intelligent, le plus éduqué qui doit faire ce pas. Si on croit que nous sommes supérieurs à tous ces gens qui n'ont pas eu les moyens pour avoir une bonne éducation, c'est nous qui on doit commencer le dialogue. Et c'est ça que le film fait. Il essaie d'encourager ce sort de dialogue. Et justement, en France, on est en pleine année d'élection présidentielle, donc avec nous aussi une société complètement fracturée socialement. Et je sais que vous aussi, en Roumanie, vous avez vécu une année d'élection un peu compliquée, si on peut dire ça comme ça. Et au Festival de Cannes, il y a beaucoup de Français, après avoir vu le film, qui se sont posé la question, est-ce que c'est responsable de sortir un film aussi polarisé qui fait poser autant de questions dans une année présidentielle comme celle-ci. Est-ce que pour vous, le cinéaste, il a une responsabilité dans la façon dont un parti ou l'autre peut récupérer le film en changeant son propos ou en récupérant ce qu'il préfère dedans? Est-ce que pour vous, il y a une responsabilité à avoir ou justement... Je crois que c'est une hypocrisie incroyable. La société n'est pas partagée à cause de ce film et à cause du cinéma. Elle est déjà partagée. Et la seule responsabilité qu'un cinéaste a est pour la vérité et pour essayer de parler aux gens de toutes ces choses que les gens n'osent pas dire en public. Mais on connaît les arguments, on les connaît tous. Et c'est parce que on n'avait pas le courage d'exprimer ça que nous avons l'extrême droite aujourd'hui à ces niveaux. Parce que nous avons ignoré tout ça et on devait essayer de sauver, de trouver des solutions, pas de prétendre que ça n'existe pas, parce que les choses ne se résoudent pas du tout comme ça. Nous sommes dans cette situation parce que pour des années, nous avons essayé d'interdire aux gens de dire ce qu'ils pensent. Mais ça ne change pas les choses. Et c'est comme ça que nous avons des grandes surprises quand ils votent. Mais est-ce qu'on a eu la patience de les écouter, de comprendre et d'essayer de résoudre le problème? Non. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème vient de la réalité et c'est là où on doit trouver des réponses. Et moi, oui, je sais que... Mais tous les films que j'ai faits étaient confisqués par un parti ou l'autre. Le film, le 4 mois, 3 semaines et 2 jours était utilisé pour ou contre l'avortement, au-delà des collines, pour ou contre la religion et tout ça. C'est impossible d'empêcher ça. Mais l'idée est que le film te donne aussi la possibilité, et c'est ça qu'un film doit faire, il doit être un déclencheur pour un débat public. Ce n'est pas le film qui est important, c'est votre attitude, parce que ça vous donne la possibilité d'engager les gens qui votent en France ou en Roumanie l'année prochaine dans un sort de débat. Tu ne peux pas faire un sort d'éducation avec un film. Et quand tu décides de faire une éducation, tu peux la faire pour une cause ou pour l'autre. Le sujet de ce film est un sort de fondamentalisme qui existe comme une façon de penser dans les deux extrêmes en même temps. Je ne crois pas du tout que le fondamentalisme de gauche est préférable au fondamentalisme de droite.
Ça ne veut pas dire que, parce que je présente les choses dans ce sort de balance, je préfère les valeurs conservatoires, pas du tout. Mais c'est à chacun d'utiliser ces exercices critiques pour avoir ses opinions à lui et pour essayer de comprendre comment il peut influencer la vie en réalité et s'engager dans un sort d'effort de communication avec les autres. À la fin, j'ai reçu ces questions, pourquoi j'ai utilisé ces comédiens connus pour le rôle principal dans la famille. Ce n'est pas un sort de manipulation. Mais encore une fois, je continue à dire ça. Les personnages dans un film, ils mentent comme on ment tous dans nos vies à nous. Ils sont manipulatifs comme nous sommes tous. Si jamais vous avez plus de sympathie pour la famille parce qu'il y a des comédiens connus, ça c'est votre problème, c'est votre stéréotype, c'est pas la mienne. Moi, j'essaye d'avoir un sort d'équilibre. Ce que je fais dans ce film, je cite des points de vue et je respecte la liberté de chacun de soutenir son point de vue. Et les réponses qu'on cherche ne sont pas les réponses pour la famille fictionnelle dans le film. Les plus importantes sont les réponses qu'on doit se donner à nous pour que le résultat de l'élection en France l'année prochaine ne surprenne pas encore une fois. Et justement, vous parlez d'équilibre. J'ai une question par rapport à ça, parce que c'est quand même un équilibre compliqué à tenir dans le film, parce qu'à chaque fois, on a peur que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Moi, dans le film, je vous vois un peu comme l'avocate. Elle dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est que, en gros, il n'est pas d'accord avec ces gens-là, mais il doit quand même défendre les minorités, défendre ces gens-là. Et comment est-ce qu'on écrit un film comme ça ? À quel moment on se rend compte, on se dit, OK, là c'est équilibré, les gens vont comprendre ou pas d'ailleurs, mais là je suis assez confiant pour dire que j'ai donné une vision. Comment est-ce que vous l'appréhendez ça ? Parce que moi je trouve que l'équilibre il est compliqué à tenir, et jusqu'au dernier moment, même la fin je pense qu'elle va beaucoup diviser. Mais voilà, comment on fait pour tenir cette ligne-là très fine quoi ? Pour commencer, c'est besoin de rester clair avec ton point de vue. Et mon point de vue est d'essayer de chercher cet équilibre, de ne pas faire un sort de film qui est l'avocat d'une idéologie ou d'une autre. Et après ça, tu cherches cet équilibre dans tout ce que tu fais dans le film. Tu as un scénario quand même que tu écris. Tu sais quand tu écris quelles sont les intentions de chaque scène et tu as le temps d'équilibrer les choses par essayer toujours de voir dans quelle partie tu dois encore amener des arguments. Mais à la fin, un film se prend en sorte de liberté, toujours, et d'indépendance. Et ça n'existe pas. C'est une sorte d'illusion que l'objectivité absolue existe. Bien sûr que ça n'existe pas. Et parce qu'en même temps, même si le film est équilibré pour toi, de ton point de vue, toi, tu as déjà un point de vue sur ces situations. Et ça ne correspond pas forcément au point de vue de tous les spectateurs. Chacun regarde le film et il trouve ses arguments pour lui. Alors tu luttes et tu arrives à ce qui est en équilibre pour toi. Et c'est important de rester honnête et de faire tout ce que tu peux. Tu dois tenir compte que dans un film, tu as beaucoup d'autres choses que tu dois bien régler. Ce n'est pas un essai, ce n'est pas une démonstration didactique, c'est un film. Tu dois en même temps être sûr que pour la plupart des spectateurs, avant de s'engager dans ce débat, c'est un bon film qui te peut suivre sans t'ennuyer trop, parce que c'est un long film. Tu dois avoir des personnages crédibles, vérosimes, avec un sort de vérisimilité qui les attache, avec un bon dialogue, avec beaucoup de tension, avec du suspense. Et les scènes que tu inventes doivent réussir à avoir tous ces objectifs en même temps. Ouais. Alors, c'est une seule chose que, disons, l'expérience te donne, la capacité de faire ça, disons, mieux qu'au début de ta carrière. Et j'essaye de faire tout ça en même temps. Et la bonne chose avec la Palme est que j'ai réussi à le faire à ces niveaux. Ce n'est pas seulement la Palme, c'est quelque chose que j'ai mis à Cannes cette année. Nous avons eu 4 prix pour le meilleur film de la part de 4 jurys différents. D'un côté, on avait le jury écuménique, j'ai jamais eu ce prix. Et de l'autre part, on avait le jury des journalistes. Bon, ça veut dire quand même qu'il y a un sort d'équilibre que les gens trouvent dans le film. Mais après qu'on présente le film, je comprends qu'il y a cette liberté que le film se prenne pour rester interprétable par tous les gens avec des opinions différentes. Je crois que c'est Costa Gavras qui disait qu'il fait d'abord un film divertissant et ensuite il fait de la politique. C'est un peu là. Oui, et je trouve que déjà c'est extraordinaire quand tu peux faire un film qui suscite un sort de débat.
Parce qu'on regarde tous trop de films aujourd'hui qui ne fait pas que de confirmer que tu as déjà raison, tu es de la bonne partie des choses, ou des films qui sont sympathiques, mais on les oublie dès que nous avons fini les voir. Déjà bien. Et c'est bien que ça existe. Nous avons vu pendant le Covid que c'est déjà bien, que nous avons besoin d'avoir ces accès pour s'échapper dans un autre monde. Bon, mais c'est besoin aussi d'avoir une sorte de diversité dans le cinéma, de ne pas formater tous les films pour que tous les films ressemblent et servent au même but. On peut quand même utiliser l'art du cinéma pour créer ce sort de débat en société. C'est pas simple, parce que les gens ne veulent pas être dérangés avec des questions. Déjà, c'est compliqué. Pour moi, le rôle que vous avez d'accompagner les films, c'est vraiment très important. Le film offre cette possibilité dans la société de commencer un sort de débat, mais le débat ne commence pas comme ça, même avec les réseaux sociaux. C'est besoin que quelqu'un essaye d'accompagner le film, parce que le film que je fais, il ne vient pas avec une interprétation. Alors, pour les gens qui regardent en principe des films américains où tu as toutes les réponses, c'est tout répété et c'est répété chaque 5 fois jusqu'avant la fin. Je ne sais pas si vous n'avez pas compris. Non, mais... Je ne sais pas si vous avez lu cette idée de Netflix que tu dois dire avec des paroles les choses qui sont sur l'écran parce que les gens regardent leur téléphone quand ils voient les films. C'est des téléfilms. Et il faut le répéter au cas où ils n'aient pas entendu. Et c'est pour ça qu'un film comme ça ne peut pas toucher la même audience, mais c'est important d'essayer quand même de créer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup que j'ai eu la Palme, parce que la Palme m'amène beaucoup de curiosité. C'est pas pour moi. J'ai eu ma Palme déjà. C'est extraordinaire que j'étais dans ce contexte-là. Mais maintenant, nous avons une petite chance avec ce Palme. Aussi, par exemple, de créer un débat dans les États-Unis, qui est un pays très important dans ce conflit, parce que le film va traverser la saison des prix, et c'est intéressant vraiment de voir quelles sont les positions des spectateurs pour ce film-là, et quelles sont les réactions de la presse là. Et je pense que juste la grande force qu'on avait trouvée au film, c'est que nous, la famille, on n'est pas forcément d'accord idéologiquement avec eux, mais les répercussions de ce qu'ils subissent sont tellement disproportionnées qu'on peut ressentir de l'empathie. Et c'est ça l'équilibre que je sais tout à l'heure qui est compliqué et qui va, je pense, atteindre tout le spectre politique un peu parce qu'on comprend vraiment les plusieurs points de vue du film, quoi. Et je pense que c'est ça qui était vraiment intéressant, qui va susciter le débat. Moi, je pense qu'en France, ça va beaucoup faire parler du film à sa sortie. J'avais ce commentaire qui était très sympathique de la part de mon agent vendeur qui m'a dit merde, je n'ai pas du tout les mêmes opinions avec ces gens, mais jusqu'à la fin du film, je commençais à ressentir un peu de sympathie pour eux. C'est déjà bien, parce que nous sommes des êtres humains et l'empathie fait partie de ces réponses qu'on doit trouver, on doit chercher pour essayer de trouver une solution en commun. Et l'autre commentaire que j'ai eu avant de tourner ce film, c'était aussi sympathique de la part d'un de nos financeurs qui a dit oui, j'aime le scénario, c'est pas mal, mais il y a ce problème que je n'ai pas compris exactement qui a raison. C'est pas le propos. Ok, c'est bien d'essayer de dépasser ce sort. Oui, c'est bien que ça ne te donne pas vraiment ce sort de réponse parce que ça n'existe pas en réalité des blancs et des noirs et des situations si compliquées que cela où c'est clair qui a raison. Non, c'est ça la difficulté de prendre des décisions quand tu es adulte. Les décisions que tu prends influencent l'éducation, par exemple, de tes enfants. Pour parler comme un peu mise en scène, du coup, on s'est revu tous vos films avant. Merci. Et il y a... Merci à vous. Mais il y a... Moi, ce que j'aime beaucoup dans Fjord, c'est l'apport que vous avez aux fenêtres. À l'ouverture. Une fenêtre, c'est quand même assez marrant parce que c'est transparent, on peut voir les gens, mais il y a quand même une frontière qui se crée entre les gens, ou avec les enfants quand il y a un garde dehors, les autres enfants s'amuser. Est-ce que c'est un peu le symbole de ce que vous faites en général, quoi? C'est qu'au fait, on peut juste traverser une porte, une fenêtre et parler à la personne, mais en même temps, il y a des barrières qui sont tellement translucides qui se mettent entre les gens comme ça automatiquement, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment voulu mettre en avant ou c'est... Non, pas du tout. C'est seulement votre interprétation. Ouais, complètement. Oui, l'idée est que tu dois travailler d'une certaine façon et d'encourager que le film a aussi des moments visuels interprétables comme ça. Et ça, c'est une très belle interprétation. Je l'aime beaucoup. Et j'essaie d'ouvrir le film pour des interprétations comme ça, mais sans que je commence par avoir l'interprétation en écriture avant de faire le film. Parce que sinon, ça devient une sorte de démonstration. Et je trouve que le film est bon quand il permet ce langage visuel
qui signifie beaucoup plus sans avoir l'équivalent précis de ce qu'il signifie. Quand j'étais à l'école de cinéma, j'avais ce collègue qui a dit on devait faire un film sur la liberté. Et il a tourné avec un cheveu blanc. Et notre prof n'était pas du tout d'accord. Elle a dit pourquoi ça? Il a dit ça signifie la liberté pourtant. Même pas du tout. Pas du tout. Les choses ont des valeurs différentes. Et dans le cinéma, ça dépend beaucoup quelles sont tes références cinématographiques. C'est très souvent que les gens viennent, ils te disent « Et si j'ai vu un petit citat ?» Oui, parce que tu as vu beaucoup de films et après une centaine d'années de faire le cinéma, tu trouves des ressemblances avec des autres films. Oui, moi j'ai des moments dans ce film quand peut-être que je cite des choses, mais en principe, la différence entre la façon de cinéma que j'utilise et que les autres utilisent est que je prends l'inspiration directement de la réalité, pas des autres films. Les films sont déjà en interprétation de la réalité. Ça ne compte pas trop pour moi. J'essaie de comprendre ce matériel de la vie, de la réalité. À la fin, c'est pour ça que je tourne en plan séquence. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est un choix éthique. Le temps est continu. Il n'y a pas des choses plus importantes que des choses moins importantes. On doit survivre tous les moments qui ne sont pas du tout glorieux de nos vies. C'est comme ça, on leur donne la même importance. Et c'est pour ça que j'essaie de recréer en mise en scène des moments que j'enregistre et que je mets un après l'autre pour que je peux vous offrir la plus objective point de vue sur une situation. Déjà, je dois prendre beaucoup de décisions comme réalisateur. Je choisis le sujet, le thème, je crée les dialogues, mais ça suffit. Je ne veux pas devenir trop manipulatif et utiliser les moyens qui sont trop simples pour créer d'émotions. Je n'utilise pas de la musique. Non, je veux essayer de travailler seulement avec les comédiens, comme quelqu'un qui travaille à la cirque et qui fait de la magie, mais sans avoir les manèges. Les manches. Les manches. Ouais. Non, c'est seulement les comédiens. Avec ça, j'essaie de générer l'émotion, la tension. Le caméra, elle ne bouge pas. Elle enregistre. S'il y a quelque chose en bon rythme là-bas, elle court et elle va enregistrer ce rythme. Si la situation est calme, elle enregistre ce rythme-là. Et c'est une façon, je crois, un peu plus honnête de faire du cinéma. De ne pas utiliser tout ces tropes américaines. C'est trop simple de créer un film d'action. Si tu utilises beaucoup de montage, les voitures qui se chassent, des armes et musique. Tout le monde peut le faire. Mais est-ce que tu peux trouver ces sortes d'énergie qu'on ressent tous dans nos vies, dans ce matériel qui est à côté de nous? Pour nous, c'est important, et quand je dis nous, je me réfère à cette école de cinéma de la Roumanie, de trouver ces sortes de sujets qui te donnent la même sensation que tu es dans ta vie, dans un sort de thriller avec des enjeux compliqués, mais en utilisant seulement des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Ça, c'est compliqué à faire. Et c'est pour ça que je crois que nous avons eu ce sort de respect au Festival de Cannes dans les dernières vingtaine d'années. Oui, en fait, on se posait beaucoup de questions sur l'utilisation des langues dans le film. Vous dites que c'est le dialogue la principale chose à mettre en place justement pour contrer cette polarisation de la société. Et du coup, la langue et le langage, c'est le principal outil de communication et de dialogue. Mais dans votre film, justement, il est utilisé comme un peu comme une arme institutionnelle, justement, au tribunal avec les enfants. Et du coup, est-ce que finalement, la langue aussi, elle peut être récupérée et utilisée comme arme politique pour arriver à ses fins? Je crois que chacun utilise les outils qu'il peut utiliser pour essayer d'imposer son point de vue, en général. Ce n'est pas vraiment très démocratique à dire, mais c'est ça qu'on agit comme des êtres humains. Et c'est une qualité de la société civilisée et de ses représentants d'essayer d'utiliser le langage comme une sorte d'arme et de s'engager dans une sorte de lutte. Et si tu es plus éloquente que l'autre, ça veut dire que tu as gagné dans ce sort de confrontation. Mais ça existe seulement si la société te permet que tes valeurs correspondent à ça. Si tu essaies d'utiliser ça dans le pays de l'autre, il va prendre quelque chose, il va te taper dans ton tête pour te démontrer que le langage ne compte pas du tout. Si on veut être violente, on peut être violente à notre niveau, et c'est pas bien d'utiliser ces formes d'agressivité pour essayer d'imposer tes idées à toi.
Mais je fais beaucoup de commentaires sur les langues dans ce film-là parce que c'est une utilisation de l'anglais qui est assez ironique. Je fais un film en anglais, mais en effet, personne n'est anglais dans ce film-là ou américain. L'anglais, c'est seulement la langue qu'on essaye tous d'utiliser pour comprendre l'autre, pour communiquer. Mais le film te montre qu'à la fin, ce n'est pas une question de langue. Le fait qu'on ne se comprend pas, qu'on ne s'écoute pas, ce n'est pas du tout une question de langue. C'est une question de volonté pour voir si nous avons toujours la curiosité et la disponibilité d'écouter l'autre. Et dans ces mesures, le film essaye de mélanger toutes ces langues-là en utilisant l'anglais dans la plus bonne qualité possible que je puis. Je ne voulais pas faire un film américain. Ce n'est pas du tout un film américain. C'est un film où j'ai ce commentaire plutôt ironique pour l'utilisation de la langue anglaise. Et justement, dans votre cinéma, il y a beaucoup de ruralité, de communautés isolées. Comment on va les chercher pour leur parler? Comme dans Fjord, ils sont au bout d'un fjord, c'est difficile d'accès. Comment on va communiquer, dialoguer avec ces gens qui sont si loin de nous, et peut-être culturellement, et même géographiquement? Oui. Je n'ai pas toutes les bonnes réponses pour ce qu'on doit faire en réalité. Mais c'est pour ça que nous avons maintenant les réseaux sociaux. Ce qui est important est quelle sorte de communication, comment on utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme l'intelligence artificielle, sont seulement en technologie, des moyennes. Ils ne sont pas des bons choix ou des mauvais choix en général. Ça dépend comment on les utilise. Maintenant, peu importe que les gens vivent au bout du monde dans un petit village. L'Internet est partout et on peut leur parler. Mais pour le moment, les gens avec des discours extrêmes sont beaucoup plus efficaces que nous pour parler à ces gens-là. Mais nous, on peut prendre la même énergie, le même temps pour essayer de communiquer avec ces communautés avant de les rencontrer en personne pour essayer de changer un peu leur avis. Mais ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent, ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de volonté. Et je crois que on ne peut pas accuser les gens avec des discours radicaux qu'ils font ça mieux que nous. C'est bien que nous, on essaie aussi de faire ça. Mais parce que nous avons parlé des élections de la Roumanie, on peut voir à quel niveau ce sort de communication avec les gens qui sont isolés est efficace pour coaguler une sorte de masse critique des gens qui n'ont pas eu beaucoup d'accès pour la même sorte d'éducation que nous avons dans les mêmes, dans ces parties de la société. Et il y a une sorte d'ésotérisme, de la théorie de la conspiration qui se propage toujours avec les réseaux sociaux. Et pour le moment, c'est plus simple de coaguler des gens qui ont des idées comme ça que d'appeler à leur partie rationnelle. Ça vient toujours plus tard parce que nous, quand on prend des décisions, nous tous, c'est un mélange de le contexte, les émotions. Et bon, les arguments rationnels, ils font partie un peu de ça. Mais ça ne vient pas vraiment très facilement, très naturel. Ça demande l'effort de réfléchir, l'esprit critique qui se forme. Seulement si tu investis dans ton éducation, c'est plus simple de voir des vidéos de 2 minutes, excusez-moi, que de lire un livre. Et un livre qui ne vient pas avec des conclusions. C'est important de trouver l'équivalent pour aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui, pour encourager ce sort d'esprit critique, pour qu'ils tirent leurs propres conclusions sur la société d'aujourd'hui et qu'ils ne le prennent ça comme ça parce qu'ils les ont trouvés à quelqu'un qui a ce sort de magie sur l'Internet. Ouais, par exemple, votre film, ça permettrait ça aussi, on espère. C'est une invitation à faire mieux. Voilà. Oui, j'espère bien, mais on ne peut pas comparer la capacité d'un film de pénétrer dans les vies des jeunes comme en vidéo sur YouTube. Nous avons commencé par parler de ces 2 phénomènes américains avant d'enregistrer qui te montrent que maintenant, ce n'est pas les stars qui sont suivis par les jeunes, c'est leurs stars. Et leurs stars ne sont pas les grands qui sont populaires à la télévision, ni les stars américaines sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Alors, on doit espérer que ces milieux vont être utilisés avec des gens avec un bon esprit critique pour vraiment essayer d'influencer les jeunes dans une direction
comme ça, avec des arguments, avec des faits, pour signaler le besoin de s'informer avant de prendre des décisions. J'espère que vous allez faire cet effort. On essaye. Exactement. Merci beaucoup Merci pour ce beaucoup, temps. un très grand merci. beaucoup, Avec grand Christiane. plaisir. Bravo pour le film. Merci beaucoup. Merci. Merci Allez beaucoup. voir Fjord forcément en Voilà. salle. Le 19 août. Merci au Cinéma du Panthéon et au Pacte. Et merci beaucoup, Christiane. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cette interview. Mettez-moi votre avis sur le film et sur l'interview dans les commentaires. Merci encore une fois à Nikita, au Pacte évidemment qui distribue le film, allez le voir, et au Cinéma Panthéon qui a tout organisé. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. J'ai un compte Instagram, TikTok et Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.